à Monsieur Arnaud Rousseau en lui posant une seule question. Que pensez-vous de la démarche visant à mettre en cause l'étude d'impact pour retarder l'examen d'un projet de loi très attendu par les agriculteurs? Je vous remercie et vous avez la parole pour 15 minutes. Bien, Monsieur le Président, merci beaucoup de l'invitation qui m'est faite. Effectivement, vous l'avez souligné, c'est la première fois qu'en tant que président de la FNSEA, j'interviens devant votre commission et je voudrais saluer l'ensemble des députés qui sont présents, que je remercie de s'intéresser à cette question agricole qui est évidemment au cœur de l'actualité depuis quelques mois, mais qui, pour ce qui nous concerne, nous, en tant qu'agriculteurs, est le quotidien de notre activité. Je voudrais également vous dire que, en commençant ce propos liminaire, que la mission de la FNSEA, c'est de s'engager avec les femmes et les hommes qui ont le goût d'entreprendre en agriculture pour des territoires vivants et dynamiques et pour retrouver le triptyque auquel nous sommes attachés, c'est-à-dire d'abord que cette aventure agricole, ce métier d'agriculteur ou d'agricultrice, c'est une aventure d'hommes et de femmes. Qu'ensuite, ce qui nous singularise, c'est le goût d'entreprendre parce que quelles que soient nos exploitations, nos territoires ou la typologie de nos productions, c'est d'abord un projet que mène chaque agricultrice et chaque agriculteur de ce pays qu'il a envie de voir pérenniser, se développer dans un contexte qui est pour le moins incertain. Enfin, les territoires, et je le dis puisque vous êtes chacun d'entre vous ici élu d'un territoire, d'une circonscription, l'agriculture, les agricultures françaises sont évidemment bien différentes en fonction de la territorialité et que c'est aussi important de pouvoir conserver cette vision très différenciante. Avant de répondre à votre question, Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, je voudrais faire un rapide point d'étape de la situation de l'agriculture. Nous sommes un peu moins de 400 000 agriculteurs, autour de 400 000 exploitations agricoles en France au moment où je vous parle, dont près de 100 000 qui réalisent un peu moins de 25 000 euros de production brute standard, on va dire chiffre d'affaires pour raccourcir les choses. Et ce chiffre est en diminution constante depuis des années. Et le dernier recensement agricole a montré encore cette baisse tendancielle. D'autre part, nous sommes avec la question de la production agricole au cœur des enjeux, évidemment l'enjeu de souveraineté alimentaire, je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir, au cœur de l'enjeu de transition écologique, environnementale, des sujets de décarbonation. Mais ce qui compte pour un agriculteur, et je voudrais commencer par là, c'est de pouvoir tout au long de sa carrière se projeter. Lorsque nous avons été élus lors de la dernière mesure, nous avions une triple ambition. D'abord, celui de la compétitivité de l'agriculture française et du revenu de ceux qui la pratiquent. Parce qu'une ferme, c'est d'abord une entreprise à ciel ouvert et qui a besoin, à la fin de l'année, comme n'importe quelle entreprise, d'avoir un compte de résultat positif pour pouvoir continuer à investir et évidemment nourrir celui qui pratique le métier. La deuxième chose, c'est que nous étions sensibles à l'idée du renouvellement des générations. J'ai compris que vous recevrez les jeunes agriculteurs, je pense qu'ils reviendront sur ce sujet. Mais nous sommes à la croisée des chemins avec près de la moitié des chefs d'exploitation de ce pays qui partira en retraite dans les 10 prochaines années. Et donc un formidable challenge de renouvellement des générations et d'attractivité du métier. Or, pour attirer des talents, encore faut-il donner des perspectives et permettre à ceux qui embrasseront ce métier de pouvoir en vivre. Et enfin, le troisième sujet qui nous était cher, c'est restaurer le dialogue avec la société à un moment où de plus en plus de nos compatriotes ignorent beaucoup de ce que sont nos métiers, non pas par désintérêt, mais tout simplement parce que là où il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années, tout le monde avait un oncle, un cousin ou un grand-père issu du secteur agricole, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc beaucoup de gens ne connaissent pas ou ignorent tout simplement ce qu'est la réalité de la pratique du métier et ses contraintes qui peuvent être très différentes en fonction des typologies. Ça n'est pas la même problématique si vous êtes viticulteur, arboriculteur, éleveur laitier ou éleveur allaitant ou apiculteur, et tout ça évidemment nous caractérise. Et donc ce lien à la société nous paraît important, d'où l'intérêt de cette audition pour expliquer aussi, non pas à ceux qui sont des spécialistes, mais plutôt à ceux qui s'interrogent, et notamment vous, mesdames et messieurs les députés, qui auraient à voter cette loi. Je voudrais revenir sur les récents événements. Nous considérons que l'agriculture, donc depuis des années, est un secteur d'ajustement qui ne dit pas son nom. Il suffit de regarder ce qu'est la valeur ajoutée créée, ce qu'est aujourd'hui la capacité productive de notre pays. Je rappelle que nous importons de l'ordre de 1/3 de l'alimentation que les Français consomment. Alors, ce n'est pas un problème en soi d'échanger et de commercer, je préfère le dire, mais enfin, nous avons la capacité et nous avons beaucoup de chance en France. D'abord parce que nous sommes un pays dans lequel le climat est favorable à la production agricole. Ensuite, parce que nous avons un bassin de consommation favorable avec des consommateurs, même s'il y a des sujets de pouvoir d'achat qui ont en tous les cas une capacité à se nourrir de manière quotidienne. Quand on regarde ce qui reste sur la planète, c'est une vraie chance. Nous sommes ouverts sur 4 océans, nous sommes dans un cadre de paix et dans le cadre de l'Union européenne avec une sécurisation de politiques publiques. Nous avons un appareil d'État, quoi qu'on en dise,
qui fonctionne plutôt mieux que sur le reste de la planète, où on peut rencontrer parfois des sujets de corruption endémique. Et donc, on a toutes les chances pour réussir. Et le premier message que je souhaiterais vous délivrer, c'est que quand on a autant d'atouts dans sa main pour pratiquer ce métier d'agriculteur en France, on se désole de voir le peu de cas qui est fait de cet atout pour notre pays. Et donc pour nous, l'ambition, c'est évidemment de continuer à produire pour nourrir. J'utilise ce verbe à dessein, produire, parce qu'évidemment, pour nous, ce qui compte, c'est encore une fois être capable de continuer à alimenter avec des alimentations reconnues comme étant une des plus durables au monde. Je le dis parce qu'on fait parfois, ou on porte parfois un certain nombre de critiques sur la qualité de l'alimentation française. Il suffit de voyager un peu pour se rendre compte qu'on a un niveau de sécurité alimentaire et de qualité alimentaire dans notre pays qui est parmi les plus élevés. Par ailleurs, je l'ai dit, l'agriculture contribue à un certain nombre d'enjeux sociétaux. Je pense à la décarbonation, je pense aussi à ce qui peut être fait en termes d'aménagement du territoire et de paysage. Et si notre pays est si attractif sur le plan touristique, c'est aussi parce que l'agriculture, modestement, y contribue. Et donc, vous l'avez compris, dans ce contexte, ce qui nous préoccupe, c'est évidemment de faire en sorte que nous puissions assurer 3 choses, et c'était le cœur des revendications des derniers mois. Le premier, c'est ce que nous avons appelé la dignité ou le sens du métier. Les agriculteurs français ne comprennent plus les raisons pour lesquelles on leur demande tant d'injonctions paradoxales. On leur demande de monter en gamme, de premiumiser, pour reprendre le terme, l'alimentation, faire en sorte qu'on soit capable de pousser les standards de production. Mais nous constatons chaque jour que l'acte d'achat, que la demande du consommateur n'est pas toujours au rendez-vous, et ça nous questionne. Par ailleurs, on a, je l'ai dit, les standards de production parmi les plus élevés de la planète, mais pour autant, nous sommes mis très régulièrement en concurrence avec des produits qui ne respectent ni nos normes, ni nos standards. Et évidemment, si nous sommes attachés à pouvoir continuer à commercer, je le dis parce que l'agriculture française a aussi quelques atouts dans la Manche. Elle exporte des produits, des vins et des spiritueux, des produits laitiers transformés, elle exporte des céréales, elle exporte même de la viande bovine. Moins qu'elle n'en importe malheureusement, mais en tous les cas, elle commerce sur tous les créneaux, et elle a besoin évidemment de le faire dans un cadre loyal d'échange, ce qui n'est pas le cas au moment où on se parle. Donc ça, c'est la question de la dignité. Je pourrais y ajouter évidemment les sujets ayant trait aux retraites, puisque vous avez, il y a quelques mois maintenant, voté une loi que nous souhaiterions voir rentrer en application le plus rapidement possible, ce qui n'est pas le cas au moment où je vous parle, et qui fait aussi l'objet d'une demande récurrente de notre part. Le deuxième grand sujet, c'est ce que nous avons appelé le juste revenu. Alors le juste revenu, c'est tout simplement, encore une fois, la capacité pour l'entreprise de pouvoir dégager de la marge à la fin de l'activité. Et donc derrière ça, il y a évidemment la capacité à produire, parce qu'un revenu, c'est un volume multiplié par un prix. Donc il faut qu'on continue à pouvoir produire. Deux, il faut qu'on travaille sur les prix. On aura l'occasion, je pense, d'y revenir, mais notamment, nous sommes attachés à l'application des lois Egalim et à cette fameuse construction du prix en marche avant, qui permet d'assurer que les organisations de producteurs qui négocient avec les industriels pourront faire valoir leur coût de production. Donc c'est toute la défense de la matière première agricole, et non pas, comme c'est trop souvent le cas, se retrouver avec ce qui reste une fois que l'industriel a négocié avec la grande distribution. C'est aussi évidemment la capacité sur les marchés internationaux à assurer la juste répartition. Je voudrais vous donner un exemple. On considère aujourd'hui, enfin c'est un rapport parlementaire qui le dit, qu'à peu près 3% des produits agricoles ou agroalimentaires importés en Europe fait l'objet d'un contrôle, et que de l'ordre de 20 à 25% de ces produits sont non conformes à la législation européenne. Ça nous questionne, parce qu'encore une fois, derrière, ce sont aussi des standards qui nous sont imposés, standards que nous assumons, parce que c'est aussi une fierté pour nous de savoir que nous sommes capables de nourrir nos compatriotes avec une alimentation parmi les plus sûres au monde. Mais ce sujet du volume, du prix est important. Je voudrais dire un mot de la maîtrise des charges, parce que, évidemment, vous pouvez avoir un chiffre d'affaires important, mais les charges sont aussi un sujet. Comment on continue à maîtriser les charges dans un modèle social que nous avons choisi, qui est parmi, là aussi, les plus vertueux de la planète, mais qui, parfois, nous met vis-à-vis de nos concurrents dans des situations compliquées. On pourrait parler, évidemment, du coût de l'énergie, du coût de l'emploi, enfin, des sujets que vous connaissez et qui concernent d'autres secteurs d'activité que l'agriculture, bien entendu. Un mot, parce qu'elles sont aussi prépondérantes de ce qu'est l'avenir de l'agriculture, je veux parler des politiques publiques qui sont essentiellement européennes, notamment la politique agricole commune, auquel nous tenons, même si nous considérons qu'elle est de moins en moins commune, mais il nous paraît important malgré tout qu'on puisse être accompagné par des politiques
publique. Je le dis parce que nous sommes conscients que la nation fait un effort important pour son agriculture, donc j'essaie de rester équilibré dans mon propos. Elle le fait évidemment dans le cadre de budget européen, mais elle le fait aussi avec des politiques, un certain nombre de politiques nationales. Je fais notamment référence à ce qui a été fait sur l'accompagnement assurantiel, même si nous considérons qu'il faudra aller plus loin. En tous les cas, elle montre qu'elle est capable de prendre en charge, y compris des choses qui dépassent le strict cadre de la ferme, de l'agriculteur ou de l'agricultrice. Je continue sur le troisième point qui est la pratique quotidienne du métier. Les agriculteurs, là aussi comme d'autres secteurs, s'émeuvent de voir le poids de la charge administrative dans la gestion quotidienne de la ferme, que ce soit un certain nombre de contrôles administratifs. Je rappelle qu'un agriculteur est soumis à 35 à 40 contrôles différents sur le plan administratif, d'où l'intérêt de voir alléger évidemment les contrôles, non pas pour s'y soustraire, mais simplement pour pouvoir évidemment continuer à faire ce qui est le cœur du métier, c'est-à-dire l'activité de production. Voilà sur ce qu'étaient les revendications. Alors, au moment où je vous parle, nous avons, en tous les cas pour ce qui nous concerne avec les jeunes agriculteurs, fait le choix de suspendre le mouvement sur le terrain pour se mettre au travail. C'est ce que nous faisons avec le gouvernement. Je voudrais rappeler à ce stade que la FNSEA est un corps intermédiaire et que comme tous les corps intermédiaires, et je l'ai précisé à plusieurs reprises, elle ne rentre pas dans le champ des partis politiques ou de la politique politicienne, elle est simplement l'interface entre une profession dans laquelle, aux dernières élections, nous étions majoritaires avec les JA et qui porte un certain nombre d'ambitions auprès du gouvernement. C'est ce à quoi nous nous sommes astreints dans les dernières semaines pour porter l'ambition autour d'un certain nombre de mesures. Beaucoup de choses sont sur la table. Le Premier ministre a annoncé près de 62 mesures. Le Président de la République les a complétées dans le cadre de sa visite au Salon de l'Agriculture. Et pour autant, il reste un certain nombre de points que nous souhaiterions voir aboutir. J'aurai l'occasion d'y revenir. Nous souhaitons pouvoir clôturer ce chapitre pour pouvoir ensuite basculer, comme nous l'avions indiqué, dans le troisième temps, qui est la construction de la loi, qui vous revient, parce que nous considérons que toutes ces annonces, évidemment, doivent se concrétiser, soit dans le cadre législatif quand elles relèvent du cadre de la loi, soit dans le cadre réglementaire par des décisions qui doivent s'appliquer maintenant. Les agriculteurs que nous représentons considérant que tant que ça ne se voit pas dans l'entreprise, la parole publique, la parole politique ne suffit pas et qu'on a besoin d'aller plus loin. J'arrive maintenant sur le cœur de la loi. Nous avons dit depuis des mois que nous souhaitions voir une voie globale, une voie d'orientation, et que évidemment pour orienter, il faut y voir un certain nombre de chapitres. Nous avons dit très tôt que nous souhaitions y voir 3 piliers. Un pilier autour de l'installation et de la transmission, bien entendu. Un pilier autour de la souveraineté alimentaire, qu'on pourra redéfinir, qui était défini dans la loi et sur lequel peut-être nous aurons quelques commentaires à faire. Et en fait, et en dernier lieu, un pilier sur la compétitivité. Or, il apparaît aujourd'hui dans le texte qui a été soumis au Conseil des ministres que si on peut retrouver un certain nombre de choses qui relevaient de nos demandes, notamment sur la souveraineté alimentaire, je pense à l'agriculture reconnue d'intérêt général majeur, force est de constater qu'il manque un certain nombre d'éléments. Je pense notamment à l'intégralité du volet sur la compétitivité. Je dis aussi que dans les 19 articles, nous avons observé un certain nombre de points très précis que nous demandions. Je pense à ce qui relève de la définition juridique du chien de troupeau ou de la laine de mouton. Et je m'en réjouis, et c'est évidemment une demande, mais enfin, tout ça ne peut pas constituer une orientation stratégique pour l'agriculture. Et donc notre demande, c'est de faire en sorte que ce texte puisse être étoffé d'un certain nombre d'éléments qui manquent. Alors on nous parle de propositions de loi, je pense notamment à Egalim, je pense au sujet des phytosanitaires, je pense à de la simplification, qui serait plutôt un projet de loi qu'une proposition de loi. Bon, tout ça est de votre domaine. Nous, ce qui nous paraît important, c'est que le plus d'éléments possibles soient dans le texte pour orienter. Et je pense notamment au sujet de compétitivité et à la fiscalité, puisque tout ce qui concerne la fiscalité, nous dit-on, sera reporté au prochain PLF. Tout ça nous paraît fort loin dans un contexte incertain. Et donc, nous souhaiterions que ce projet d'orientation agricole soit un projet qui, dans sa complétude, est discuté par les parlementaires. Ce qui se traduit par la volonté qui est la nôtre de voir l'ensemble des paquets textes mis sur la table et non pas en silo, de sorte qu'on va étudier un pan, puis un autre, puis un troisième. Il nous paraît important, au moment où les parlementaires de ce pays vont orienter l'agriculture, qu'on puisse discuter de la complétude des sujets et non pas les prendre
silo par silo, ça ne nous paraît pas cohérent, même si encore une fois, on comprend que en termes de calendrier, il puisse s'exercer quelques contraintes et qu'il n'y ait pas que les sujets agricoles devant la représentation nationale. Mais ça nous paraît important de le faire ainsi, parce que sinon, on risque évidemment de passer à côté de l'exercice. Je le dis aussi parce que pour nous, c'est important de conserver un texte in fine pour pouvoir rendre crédible et en dur dans la loi ce qu'ont été les revendications que nous avons portées, les annonces du Premier ministre. Enfin, pour terminer, puisque ça fait 15 minutes et 4 secondes que je parle, la question que vous avez posée, Monsieur le Président, comment nous avons appréhendé la conférence des présidents, ça a été une surprise pour nous. Écoutez, moi je ne sais pas si c'est une manœuvre dilatoire ou si ça nécessite que le Conseil constitutionnel s'exprime par rapport à l'étude d'impact. Ce qui est sûr pour nous, c'est qu'on ne veut pas perdre de temps, parce que les agriculteurs attendent, parce que nous avons en responsabilité demandé à chacun de garder son calme, mais que je souhaite le dire très clairement, l'attente est extrêmement forte et que personne ne doit considérer que parce que nous ne sommes plus au milieu des autoroutes, le problème est réglé, et que par conséquent, d'avoir un texte étoffé, complet avant l'été nous paraît une priorité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons passer aux orateurs des groupes et puis aux questions individuelles et nos rapporteurs, bien évidemment, à l'intérieur de cet ordonnancement, auront à s'exprimer.